Qui est le meilleur combattant de l'année 2024? Au niveau des nominés, on n'en a que deux, c'est assez simple, Ilia Topuria et Alex Pereira. Par contre, au niveau du plus méritant, il y a pas mal de discordes. Certains penchent plus vers le brésilien, d'autres vers l'allemand, géorgien, espagnol. Je vais vous donner mon avis personnel, mais je vais aussi vous donner l'avis de Dana White, le président de l'UFC. Je pense que son avis compte. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il penche plus vers l'un que l'autre. Officiellement, sur le site de l'UFC, ils nous disent que c'est Alex Pereira à égalité avec Ilia Topuria, mais ils ont mis Alex Pereira en premier. Je pense que c'est un rapport avec l'avis de Dana White, parce que Dana White penche plus vers Alex Pereira. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous dire pourquoi est-ce qu'il penche plus vers Alex Pereira. Je vais peut-être même vous mettre l'extrait. Les deux ont fait une année de fou. Alex Pereira, son année, il a commencé avec une première défense de titre à l'UFC 300. Il a battu Jamal Hill alors qu'il était blessé. Vous allez voir, ça a son importance pour les arguments qui arrivent après. Mais voilà, c'était juste une première performance face à Jamal Hill qui est un kickboxer. Donc finalement, c'est pas forcément la performance la plus surprenante de la part d'Alex Pereira, mais ça restait une belle performance. C'était un des plus beaux combats de cette magnifique soirée qui était l'UFC 300. Ça compte, puisque par exemple, on a le KO de Max Holloway qui a été désigné le KO de l'année. Si le KO n'avait pas eu lieu à l'UFC 300, est-ce que ça aurait été le KO de l'année? Donc le fait que Alex Pereira est dans son palmarès un des combats de l'UFC 300, ça pèse dans la balance de qui est le meilleur combattant de l'année, vu que le meilleur événement, la meilleure carte principale qu'on ait eue cette année, qui est-ce qui l'a sublimé, qui est-ce qui était le main event de cette carte principale? C'était Alex Pereira, donc ça compte pour cette année. Ensuite, il a eu la revanche face à Jiri Prohaska, où il a confirmé ce qu'on savait déjà, qu'il avait déjà fait carrément avec le premier combat face à Jiri Prohaska. Mais voilà, il a confirmé, c'était quand même une belle performance, encore une fois. Clairement, on peut pas dire que ces deux performances à elles-mêmes font qu'il mérite d'avoir ce titre du meilleur combattant de l'année. Par contre, quand une nouvelle fois il se propose pour affronter Khalil Rountree pour sa troisième défense de titre en moins de 6 mois, bah ça devient un record. Et là, peu importe les personnes, peu importe les noms qu'il a battus, le record, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alex Pereira, il a fait 3 défenses de titre en moins d'une demi-année, en moins de 6 mois, en exactement 175 jours. Alex Pereira a défendu son titre 3 fois, ça avait jamais été fait. Peu importe la catégorie, il n'y a jamais une catégorie où on a eu un champion qui défend sa ceinture 3 fois en 175 jours. Donc ça, c'est déjà un record qui mérite peut-être que ce soit le combattant de l'année. Juste le record en lui-même. Dana White, il ajoute à ça un autre élément, c'est le fait que Alex Pereira, à chaque fois qu'il a pris ses combats, soit c'est lui qui s'est proposé, soit même quand on lui a proposé qu'il était en vacances ou qu'il était blessé, il a à chaque fois accepté les combats. Maintenant, est-ce que c'est un bon argument pour dire que c'est un meilleur combattant? Peut-être, le fait qu'il prenne ses risques, le fait qu'il soit toujours prêt, entre guillemets, à combattre, on peut dire que c'est un élément en plus dans la conversation, mais en réalité, on regarde surtout ce qui se passe dans la cage. En tout cas, pour nous, les fans, on va juger avec ce qui se passe dans la cage, mais pour Dana White, qui passe du temps à faire le matchmaking, qui aime bien le fait que les combattants soient toujours prêts, que les champions soient actifs, etc., évidemment que c'est une des raisons pour lesquelles il préfère Alex Pereira à Ilia Topuria. Alors il l'a pas dit explicitement, parce qu'évidemment il respecte les deux combattants, et en réalité les deux combattants peuvent être désignés combattants de l'année. Il montre quand même qu'il a un penchant pour les combattants actifs, ce qui est totalement compréhensible pour le président de l'organisation. Je vais donner plus de critères de jugement quand je vais parler de Ilia Topuria, mais effectivement on peut comprendre pourquoi le fait que Alex Pereira il rentre dans le combat face à Jamal Hill un peu en short notice, l'UFC 300 il l'avait appris un peu en short notice, et blessé, donc il avait une blessure au moment où il a affronté Jamal Hill, Alex Pereira, et il a quand même pris le combat alors qu'il aurait très bien pu l'annuler pour blessure, c'était le champion, donc on pouvait se dire qu'il va pas défendre sa ceinture alors qu'il n'est pas à 100%, il l'a quand même fait et il a gagné, donc ça a une valeur. Pareil face à Khalil Rountree, il a dit qu'il était blessé et qu'il a hésité à faire le combat, il a informé les équipes, Dana White, etc. Et finalement, il a dit non, je vais quand même faire le combat. Donc ça, c'est ce qui plaît à Dana White. Il faut aussi noter que c'est une année où enfin, dans la catégorie lightweight, on a un nouveau visage que celui de John Jones. On sait que cette catégorie était orpheline depuis le départ de John Jones. Enfin, maintenant, on a un visage pour cette catégorie light heavyweight. C'est clairement Alex Pereira, il n'y a aucune question. Donc quand on va parler de l'année 2024, on peut en parler comme l'année où enfin il y a eu un visage dans la catégorie light heavyweight. Et ce visage, c'est Alex Pereira. On peut pas vraiment le dire pour les featherweight. Les featherweight, on a eu Max Holloway, on a eu José Aldo, on a eu Conor McGregor à une époque, on a eu Volkanovski qui était un des visages de la catégorie et maintenant c'est le moment de Topuria. Le trône n'a jamais été vide, là où en light heavyweight clairement le trône était vide quand on a eu des champions illégitimes comme Jamal Hill ou même Glover Teixeira. Je dirais pas illégitime, c'est un peu fort comme mot, mais c'est des champions qui sont pas restés longtemps. Jiri Prohaska, des champions qui sont pas dominants. Là, on a le premier vrai champion dominant depuis le départ de John Jones en 2024 avec Alex Pereira. Donc encore une fois, il marque un point. Maintenant, on peut pas seulement regarder les chiffres et les statistiques de manière objective, il faut aussi regarder qui est-ce qu'il a affronté. Alex Pereira, il a affronté Jamal Hill, Jiri Prohaska et Khalil Rountree. 3 strikers. Plus que d'être des strikers, c'est 3 strikers assez cons pour penser qu'ils pouvaient battre, pardonnez mon langage, hein, mais pour penser qu'ils pouvaient battre le double champion du Glory Kickboxing, enfin le double champion, le premier à avoir été champion de 2 catégories différentes
au Glory Kickboxing, l'organisation la plus prestigieuse de kickboxing. Et eux, ils se sont dit, et ils l'ont même dit en public, on va le battre en striking. On se souvient qu'on a eu Jamal Hill qui disait les gens pensent que je ne vais pas striker avec Alex Pereira, que j'ai peur de son left hook et que du coup je vais grappler avec lui et tout. Les gars, moi je suis un striker de MMA. Ici c'est du MMA, donc il va voir que je suis meilleur que lui dans le striking en MMA. Une pensée complètement stupide, surtout avec ce que Alex Pereira avait accompli déjà dans le passé face à des Adesanya, face à des Strickland et d'autres combattants avant ça en MMA. Pareil pour Khalil Rountree qui disait qu'il avait jamais envoyé un seul takedown. Et c'est vrai, Khalil Rountree n'a jamais tenté un seul takedown dans sa carrière à l'UFC. Mais s'il y avait bien un moment où tu pouvais lancer ton premier takedown, c'était face à Alex Pereira. Et finalement, il disait que bah non, je vais pas changer mon game plan. Et effectivement, il a ce mérite-là. Ils ont tous ce mérite-là d'avoir tenté l'impossible. Sans parler du fait que Khalil Rountree était 8e. Khalil Rountree était 8e. Jamal Hill, je crois qu'il était 5e. C'était pas les champions les plus dangereux. Quand il a affronté les combattants les plus dangereux de la catégorie, comme Blachowicz, il a failli perdre. D'ailleurs, ce combat, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Parce que le combat entre Blachowicz et Alex Pereira, c'était une split décision. Et il y a peut-être moyen, selon les critères de jugement, que c'était un vol. Alex Pereira aurait peut-être même jamais dû gagner ce combat. Mais du coup, face à Blachowicz, on a vu que effectivement, face à un combattant complet, il a du mal. Un combattant du top du classement des light heavyweight. On a aussi vu ce que ça donnait en grappling Alex Pereira face à Adesanya, littéralement l'un des pires grapplers, ou du moins le combattant qui est le moins reconnu pour son grappling. Alex Pereira a galéré contre lui au sol. Donc on sait que c'est pas le combattant le plus complet et que s'il affrontait les combattants du top du classement, comme, ou plutôt le combattant du top du classement, je pense évidemment depuis tout à l'heure à Ankalaev, s'il avait affronté Ankalaev, alors là oui, on aurait pu parler de lui comme l'indéniable combattant de l'année. Là, c'est pas l'indéniable combattant de l'année, ça se tape avec Ilia Topuria. Pourquoi? Parce que Ilia Topuria, il a affronté les meilleurs de sa catégorie, il a affronté le danger directement. Alex Pereira, il a affronté du monde, mais il a esquivé le danger. Selon ce que Dana White a dit, le fait qu'il dise si Alex Pereira me demande le combat, je lui donne, ça veut dire clairement qu'Alex Pereira est en train de l'esquiver. Maintenant, on peut débattre de ça, vu qu'on ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, les faits, c'est qu'il n'a pas affronté Ankalaev. De l'autre côté, Ilia Topuria, il a affronté les plus dangereux de sa catégorie. Comment on peut donner le titre de combattant de l'année à un combattant qui, toute l'année, a esquivé la plus grosse menace, à un champion qui, toute l'année, a esquivé la plus grosse menace qu'il y avait dans sa catégorie? Et avant que vous me disiez dans les commentaires, hey, Ankalaev, c'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur, c'est un striker, tout ça. Je sais, Ankalaev, c'est un striker qui sait lutter. C'est un striker qui a une vraie base en lutte, bien meilleure que celle de Jiri Prohaska. D'ailleurs, Jiri Prohaska, c'est vraiment le plus stupide, entre guillemets, des trois que Alex Pereira a affronté, parce que, encore Jamal Hill, c'est pas du tout un lutteur. Khalil Rountree, encore moins. Mais Jiri Prohaska, il a une base en grappling et il aurait pu l'utiliser face à Alex Pereira. Il l'avait utilisé lors du premier combat, il y avait eu quelques petites phases au sol, mais il a quand même tenté de battre Alex Pereira en striking, que ce soit au premier ou au deuxième combat. Donc il a même pas. Déjà, la première décision était stupide, mais même après avoir pris cette décision stupide, d'avoir eu un résultat stupide, d'être tombé KO, il n'a pas appris de sa première erreur. Il a quand même essayé de le faire lors du deuxième combat. Donc vraiment, Jiri Prohaska, c'est le plus stupide des trois. Et ce que je dis, c'est qu'Ankalaev ne ferait pas la même erreur. Ankalaev, il a une meilleure base que Jiri Prohaska au sol. En plus de ça, c'est un excellent striker, mais il va pas tenter de striker avec Alex Pereira, on le sait très bien. Islam Makhachev, qui connaît très bien Ankalaev, mieux que vous. Quand je dis vous, je parle de ceux qui me disent oh mais c'est pas un grappleur, c'est pas un grappleur. Islam Makhachev a dit lui-même donnez à Alex Pereira un vrai lutteur et vous allez voir. Donnez-lui Ankalaev et vous allez voir. Islam Makhachev a dit ça. Donc affronter Ankalaev, ça aurait été le seul match-up défavorable pour Alex Pereira. Et c'est en ça qu'on voit les meilleurs combattants. Ilia Topuria face à Max Holloway, c'était pas un match-up favorable pour Ilia Topuria. Hein. C'est une surprise. Si on regarde si on regarde dans les stats au niveau de l'allonge, si on regarde au niveau des styles, si on regarde au niveau des stats, le fait que Max Holloway n'ait jamais été mis KO, etc., il a défié toutes les probabilités, Topuria. De l'autre côté, Alex Pereira n'a défié aucune probabilité. Chacun des combats dans lesquels il est entré, à chaque fois, on savait qu'il allait gagner et il a fini par gagner. Mais il y avait un combat où il y avait une potentielle incertitude et il l'a pas pris. Ce que j'ai expliqué sur TikTok pour ceux qui ont vu, c'est que la qualité des adversaires qu'Ilia Topuria a battus vaut plus que la quantité d'adversaires qu'Alex Pereira a battus. Et la question que j'ai posée et que je vous pose du coup ici, c'est est-ce qu'il y a une victoire d'Alex Pereira sur les trois qui vaut plus qu'une des victoires de Ilia Topuria cette année? Ilia Topuria, il a commencé l'année en mettant KO le GOAT des featherweight. Faut bien se rendre compte qu'il n'a pas seulement battu quelqu'un qui n'avait jamais été mis KO en battant Volkanovski, il a battu quelqu'un qui n'avait jamais été battu dans cette catégorie. Alexander Volkanovski, du début de sa carrière, même hors UFC, il n'avait jamais perdu contre un featherweight. Et Ilia Topuria l'a pas seulement battu, il l'a mis KO. Donc ça, c'était en début d'année, en février. Ensuite, en octobre, il a battu l'autre
potentiel GOAT de la catégorie. Bon, les trois GOAT, les trois têtes en featherweight, c'était Max Holloway, José Aldo et Volkanovski. Le fait que Volkanovski ait battu Max Holloway plusieurs fois fait que Volkanovski passe forcément devant, donc il nous reste Volkanovski ou José Aldo. Volkanovski, contrairement à José Aldo, était invaincu dans cette catégorie avant de perdre face à Topuria, donc clairement on peut dire que Topuria a battu le GOAT de la catégorie. Et le troisième meilleur combattant de l'histoire de cette catégorie, ce qui est impressionnant avec sa victoire face à Max Holloway, c'est que Max Holloway, il avait jamais été mis KO, il avait même pas été mis knockdown. Il y avait ce qui s'était passé avec Justin Gaethje qui faisait que peut-être on pouvait compter un knockdown, mais officiellement il avait jamais été mis knockdown, ça a jamais été comptabilisé. Le premier knockdown qu'il a pris dans sa carrière, c'est face à Topuria, et c'était du coup un KO. C'est pas comme quand il a affronté Volkanovski, où Volkanovski venait de se faire mettre KO 4 mois plus tôt par Islam Makhachev. Là, Ilia Topuria, justement, il a confirmé face à Max Holloway que même si Volkanovski l'avait affronté frais, il serait tombé. La puissance de Topuria, peu importe qui est-ce qu'il y a en face, ça va tomber. Il a battu les deux meilleurs de la catégorie actuellement et peut-être même les deux meilleurs de l'histoire de la catégorie. Je pense pas qu'il y ait une personne ici qui pense que José Aldo Prime aurait battu Ilia Topuria Prime, sachant que les deux en plus sont des boxeurs et que clairement on n'a jamais eu un boxeur du niveau de Ilia Topuria dans l'octogone, et c'est ça que je voulais dire que j'ai oublié. Non seulement il a battu le potentiel GOAT de la catégorie ou un des GOAT de la catégorie en battant Max Holloway, non seulement il a battu le BMF qui venait de battre à moins de 70 kg, mais en plus il a battu celui qu'on considérait comme le meilleur boxeur de l'UFC, Max Holloway. Après sa performance face à Calvin Kattar, on était tous unanimes que c'est lui le meilleur boxeur de l'UFC, il l'a proclamé lui-même, on peut pas dire le contraire. Mais après cette performance d'Ilia Topuria face au meilleur boxeur de l'UFC, qui va dire qu'Ilia Topuria c'est pas le meilleur boxeur actuellement à l'UFC? Peut-être que c'est même le meilleur boxeur de l'histoire de l'UFC pour l'instant, on ne peut pas vraiment se prononcer, mais il a que 27 ans, 28 ans, donc bientôt on va pouvoir savoir, voilà, dans les années à venir et confirmer Ilia Topuria c'était bel et bien le meilleur boxeur de l'UFC. Ce serait une de mes prédictions honnêtement, c'est très très probable en termes de technique, en termes de propreté de la boxe et de l'efficacité parce qu'il met KO. C'est très difficile de penser à quelqu'un d'autre, en tout cas actuellement, qui a une meilleure boxe, et le pire c'est qu'on sait qu'il a dans son arsenal plus que juste l'anglaise. On se souvient qu'il a emmené d'une manière assez décisive Max Holloway au sol à un moment du combat. On sait qu'il a un excellent jiu-jitsu. Après, ça concerne plus cette année, vu qu'on l'a vu s'illustrer au sol face à des Bryce Mitchell et face à d'autres combattants avant du coup l'année 2024. Mais on a quand même vu un minimum sa lutte face à Max Holloway. Donc c'est le combattant le plus complet des deux, entre lui et Alex Pereira. En plus de ça, Alex Pereira a esquivé un match-up face à un combattant qui du coup est plus complet que lui, qui est un striker et un lutteur. Ilia Topuria est le meilleur artiste martial mixte, c'est lui qui est le combattant le plus complet des deux et il l'a prouvé cette année. Selon moi, Ilia Topuria mérite plus ce titre de meilleur combattant de l'année que Alex Pereira. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi si vous préférez Alex Pereira à Ilia Topuria ou du moins si objectivement vous considérez qu'il mérite de prendre ce titre de meilleur combattant de l'année. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.